et la politique de Donald Trump est à l'origine d'un conflit commercial opposant deux des plus grandes puissances économiques mondiales, à savoir les États-Unis et la Chine. Selon vous, en commençant par vous, Madame Couppé-Soubeyran, quelle attitude doit adopter l'Union européenne face à cette guerre commerciale sino-américaine? L'Europe doit-elle se placer comme défenseur du multilatéralisme économique? Et si oui, possède-t-elle les arguments assez solides pour le faire? Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Alors, on est d'entrée là dans une question difficile qui est très en dehors de ma zone de confort, je dirais, des sujets qui m'intéressent au premier plan, mais vous avez mentionné le CEPI. J'ai la chance de travailler avec des économistes au CEPI qui s'intéressent à ces questions-là, donc ça me donne l'occasion de faire un peu de pub pour les travaux des économistes du CEPI, pour un certain nombre de publications. Vous avez mentionné l'économie mondiale qui est l'ouvrage annuel. Il y a des travaux qui sont également diffusés sous la forme d'une lettre mensuelle, et vous allez trouver assez régulièrement en fait des sujets relatifs au commerce international, parce que c'est un des grands pans des travaux du CEPI. Donc cette lettre, elle a notamment couvert un certain nombre de sujets, en particulier l'incidence pour l'Europe de ce protectionnisme de Donald Trump. Donc vous pourrez retrouver notamment une lettre d'avril 2019 qui s'appelle « L'arroseur arrosé, guerre commerciale et chaîne de valeur mondiale ». Bon, donc la question que vous me posez, elle est pas simple. Ce qu'on sait, si vous voulez, à ce stade, c'est que certaines des mesures en fait prises par les États-Unis sous la forme d'augmentation des droits de douane sur certains produits importés ont visé aussi l'Union européenne. Donc ça n'a pas visé que la Chine, ça a visé aussi l'Union européenne, et en particulier ça vaut pour les mesures qui ont été prises au printemps 2018 qui portaient sur l'acier et l'aluminium, qui ont visé l'ensemble des pays exportateurs de ces produits, dont l'Union européenne. Et c'est pas rien évidemment pour l'Union européenne, parce que c'est le premier exportateur d'acier et d'aluminium, et ça couvre un total à peu près d'un peu plus de 6 milliards de dollars, 6,7 milliards de dollars exactement. Puis il y a d'autres mesures également qui ont été prises un peu plus tard, en octobre 2019, et qui concernent aussi spécifiquement des biens exportés par l'Union européenne pour un montant de 7,5 milliards de dollars. Donc on a des mesures protectionnistes américaines qui sont censées viser la Chine en premier lieu, mais qui ont un impact également sur l'Europe, qui font directement baisser les exportations européennes. Après, c'est plus compliqué, si vous voulez, c'est ce que font ressortir les économistes du CEPI, c'est plus compliqué d'évaluer concrètement quelle est l'incidence de cette baisse du commerce européen sur la production, d'accord, sur la production européenne. C'est pas direct, d'une part parce que les exportations, ça représente une petite part de la production, et puis surtout, c'est pas direct, et ensuite ça peut vraiment mobiliser longtemps les économistes pour arriver à évaluer les effets, parce que ça se traduit ensuite par des redirections, par des réorientations de flux commerciaux. Donc en fait, l'impact est assez compliqué à évaluer. Après, je ne veux pas être trop longue sur ces aspects, mais plus généralement, quand on essaie de quantifier, si vous voulez, les effets, il y a aussi plein de choses non quantifiables. La première chose non quantifiable dans cette histoire, ou en tout cas difficilement quantifiable, c'est l'effet d'incertitude. D'accord, que tout cela produit, ça génère beaucoup d'incertitudes, ça génère énormément de tensions au niveau géopolitique, et ça n'affecte pas que le commerce de ce fait, ça affecte l'investissement, ça affecte l'ensemble des décisions économiques, et ça peut avoir un effet paralysant. Et puis je vous disais, à plus court terme, ça peut vraiment se traduire par une réorientation des flux commerciaux, parce que
je ne vais pas prendre beaucoup d'exemples, mais vous avez par exemple des produits que les Chinois exportaient vers les États-Unis, et bien qu'ils vont désormais choisir d'exporter vers l'Europe. Donc ces produits vont venir concurrencer les producteurs européens. Donc plein de réorientations de ce type-là. Ce qui est à craindre pour l'Europe peut-être, c'est éventuellement, bien que, alors encore une fois je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais ce que j'entends c'est que ça tend plutôt à se calmer, hein, en ce moment. Le risque que l'on craignait avant de percevoir un peu cet apaisement, c'était un risque au contraire que ça change d'échelle et que les mesures protectionnistes en viennent notamment à concerner les importations de voitures. Ce qui là, eh bien, toucherait évidemment de plein fouet l'Europe et surtout de plein fouet l'Allemagne, hein, qui est déjà pas mal affectée en fait par le ralentissement du commerce mondial, par les tensions géopolitiques, et qui, après avoir été longtemps en position dominante au sein de l'espace européen, eh bien, commence à rencontrer des difficultés qui risquent de s'accroître. Je n'ai pas complètement répondu à votre question, j'en suis bien consciente, mais bon, je vous ai répondu en rassemblant les éléments que je pouvais rassembler. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Fouché, peut-être assez brièvement. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que c'est très difficile, comme ça vient d'être démontré, de faire une réponse précise à cette question, mais en revanche, l'orientation, elle est claire. Et je pense qu'elle n'est pas assez assumée en Europe. C'est que l'Europe doit défendre ses intérêts commerciaux, politiques, géopolitiques, et doit l'assumer. Et l'Europe ne doit pas avoir peur d'avoir une politique commerciale, y compris agressive, quand c'est ses intérêts stratégiques qui sont en jeu. Trop longtemps, on a été un peu et c'est lié à notre histoire, une paix qui nous a été apportée par la construction européenne et par la guerre froide pendant plus d'un demi-siècle. Et donc, on a le sentiment en Europe que, eh bien, par le commerce, la paix des nations va se répandre dans le monde. C'est pas ce qui se passe, et ça ne sera jamais ce qui se passera dans l'histoire des sociétés. Et donc, sur cette guerre, puisqu'il s'agit d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, l'Europe doit assumer de défendre ses intérêts et d'exister en tant que puissance économique. Je donne un exemple. Les voitures ont été citées. Si on n'a pas en Europe une politique qui est contraire pour l'instant aux règles européennes en matière d'aide d'État pour subventionner une industrie européenne des batteries, on ne fabriquera plus aucune voiture en Europe de façon autonome dans 20 ans. Il y a 2 grandes puissances commerciales dans le monde qui sont capables de déployer la puissance pour pouvoir avoir une industrie automobile, des batteries, donc des voitures électriques dans 20 ans, justement les États-Unis et la Chine. Si nous, en Europe, on ne se met pas à subventionner massivement, et on ne peut pas le faire à l'échelle de la France, seulement pour ouvrir le débat avec mon voisin, si on n'a pas une politique commerciale et d'investissement à l'échelle européenne sur les batteries, il n'y aura plus d'industrie autonome automobile dans 20 ans en Europe. Et donc, l'orientation qui doit être la nôtre, c'est bien celle-là, et c'est une rupture dans notre positionnement en tant qu'Européens dans le monde. On n'est pas dans un siècle qui sera paisible et régulé simplement par le commerce. Merci beaucoup. Je vais essayer de dire des choses assez générales, mais qui sont quand même fondamentales au début de cette conférence. Bismarck disait, alors comme ici tout le monde parle allemand, bien entendu, je vais pas le citer en allemand, Wer von Europa spricht, hat Unrecht. Qui parle d'Europe a tort. Les intérêts de l'Europe, ça n'existe pas. Il y a des intérêts en Europe de pays différents qui ont chacun leurs intérêts différents. Je vais raconter une petite anecdote. J'avais accompagné Jacques Chirac en 1996 à Pékin. Il est reçu par le président Chiang Zemin, j'étais au cabinet de M. Hervé de Charette. Le président Chiang Zemin lui fait bon accueil en disant nous sommes ravis d'avoir le représentant des lignes successeurs du général de Gaulle, etc.
Il y avait eu l'affaire des frégates à Taïwan avec Mitterrand, les relations franco-chinoises c'était beaucoup tendu. Et le président Chiang Zemin lui dit « Je suis content, j'espère que nous allons avoir une relation, renouveler la relation stratégique franco-chinoise. » Et le président Jacques Chirac lui dit « Merci beaucoup, monsieur le président de la République populaire de Chine. Je tiens à vous préciser que la stratégie de la France, c'est de faire l'Europe. Nous allons avoir bientôt d'ailleurs une monnaie européenne. À l'époque, c'était prévu pour 97, c'était reporté en 99. Et donc maintenant, nous sommes avec nos alliés allemands, nous sommes en train de bâtir une Europe puissance, je crois que c'est peut-être la conférence d'aujourd'hui, une Europe puissance avec laquelle il va falloir compter. L'euro sera bientôt la grande monnaie du monde. » Très bien, dit le président chinois, je vous écoute. À ce moment-là, le président Jacques Chirac, mettant de côté le dialogue stratégique que voulait nouer le président chinois, commence à dire, alors voilà, je voudrais attirer votre attention sur l'importance de nous acheter 25 Airbus au lieu de 21. Le président chinois avait le sentiment d'un seul coup qu'on faisait baisser le niveau assez faible de beaucoup, donc il regarde, il se tourne vers Lipang, le Premier ministre, il dit, écoutez, non, on a décidé que ce serait 21 Airbus, mais j'insiste quand même, le président chinois dit, comme on dit en Chine, on ne finit pas un repas en une seule bouchée, Chirac insiste, mais quand même, l'opinion publique, avec des Airbus, vous vous rendez compte? Et le président chinois dit, vous aimez beaucoup les Airbus, monsieur le président de la République française, vraiment, bref. À la fin des fins, le président chinois dit, écoutez, voilà, on vous achète 21 Airbus, sujet suivant. À ce moment-là, Chirac dit, eh bien voilà, monsieur le président de la République populaire de Chine, je viens pour pousser en avant la vente du TGV franco-chinois entre Pékin et Shanghai. Alstom est, vous le savez, un peu le fleuron de l'industrie française, je vous rassure, on l'a perdu d'ailleurs depuis, le fleuron de l'industrie française en matière de TGV, nous sommes les premiers mondiaux, etc. Alors, Chiang Zemin me dit, oui, on connaît, on a envoyé des ingénieurs à Belfort pour écouter ça. Et donc j'insiste beaucoup là-dessus. Et à ce moment-là, le président chinois, qui n'est pas, vous savez, c'est 1,5 milliard, c'est pas un processus de sélection démocratique, choisissent les meilleurs. Donc ceux qui sont à la tête de l'Empire chinois ne sont pas les crétins. Il dit, comme ça, l'air de rien, il dit, écoutez, monsieur le président de la République française, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Alors Chirac dit, si je peux vous répondre, pas de problème. Il dit, voilà, vous m'avez dit au début que vous faisiez une alliance avec l'Allemagne, que c'était désormais un choix stratégique, une monnaie allemande. Mais il y a 3 semaines, je recevais dans le siège que vous occupez, ça se passait à Chonglan-Ariana, un cité interdite, réservé bien gens, je recevais son Excellence, le chancelier d'Allemagne, M. Gerhard Schröder, c'est le prédécesseur de Merkel. Chirac dit, oui, c'est un ami. Le président chinois ne bouge pas, il dit, le problème c'est que M. Schröder a beaucoup insisté auprès de moi sur la nécessité d'acheter le TGV Siemens au lieu du TGV français, pour faire Pékin-Shanghai. Donc, que dois-je faire, monsieur le président de la République française? Vous m'avez dit que vous faites une alliance avec les Allemands, mais qu'est-ce que je dois faire? Il y a un proverbe chinois qui dit, dans une cuisine, si des cuisiniers se disputent, tout se réfléchit et se brûle. Ça veut dire que les Chinois, ils ont bien compris un truc, c'est que l'Europe, ça n'existe pas, ils adoptent la stratégie des curiaces face aux horaces. Voilà. Là, il n'y a pas d'intérêt chinois. Le Portugal actuellement, ou l'Italie, ont signé les accords, vous savez, sur les routes de la soie. D'ailleurs, c'est normal, puisque la Commission européenne force, dans les rapports des grandes orientations des politiques économiques, la Grèce, le Portugal, à vendre leurs services publics, comme la France. Encore faut-il trouver des acheteurs. Alors, il se trouve que les Chinois sont là pour acheter. Donc, au même moment qu'on nous dit qu'il faut lutter contre la Chine, on est en train de vendre par appartement l'Europe à la Chine. Pas seulement. Aussi au Qatar, à la Russie, aux États-Unis, à l'Arabie Saoudite. Ça, c'est les merveilles de l'article 63 du TFUE, sur lequel on reviendra. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, on parle pour ne rien dire. En réalité, il y a quoi? Je terminerai là mon propos. Les États-Unis, comme toutes les puissances économiques du monde, se sont développées avec un fort protectionnisme dans les années du 19e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Une fois qu'ils sont devenus la première puissance mondiale, à ce moment-là, ils ont appliqué, par l'OCDE notamment, le principe du libre-écge. C'est l'OCDE qui impose aux pays développés d'avoir un taux de zéro, tendanciellement un libre-échange généralisé. Bon, le tarif extérieur commun de l'Union européenne, maintenant, est tombé à 2,4%. Les Américains ont fait ça. Sauf que les grands pays qui se développent aujourd'hui, la Chine, l'Inde, les pays d'Asie du Sud, eux, ont des très forts protections commerciales, un fort protectionnisme.
C'est ce que Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, a analysé sur le thème de l'ouverture asymétrique des marchés. Ça lui a valu le prix Nobel d'économie, d'ailleurs. Le problème, il est là. Et si Trump a été élu, c'est qu'il a été élu parce qu'il a pu constater, il a été élu par les classes moyennes américaines, l'école bleue et l'école blanche, qui constatent ce que l'on constate en Europe occidentale, d'ailleurs, au sens général, c'est-à-dire une disparition de l'industrie au profit, justement, de ces pays protectionnistes, puisqu'il n'y a pas la même ouverture des marchés. C'est la raison pour laquelle Trump essaie désespérément de revenir en arrière et de remonter les taux d'intérêt, les droits de douane, excusez-moi, par rapport aux productions chinoises, mais est-ce possible encore dans la mesure où une très grande partie de l'industrie déjà affiliée non pas à l'anglaise, mais affiliée à la chinoise? Merci, merci monsieur Asselineau. Très rapidement, peut-être avant que monsieur Fouché, dites-nous. Juste réagir en 30 secondes à l'exemple qui vient d'être donné, parce que je trouve qu'il est très illustratif du sujet dans lequel on est, du débat qui est le nôtre aujourd'hui. J'imagine que c'était au début des années 2000 que cette aventure vous est arrivée. Avec Chirac, c'était en 96. 96. Très bien. Encore mieux. Là, il y a quelques années, à la fin des années 90, donc, on était en train d'essayer de construire déjà une industrie ferroviaire européenne. Échec, et on était au tout début. Il y a quelques années, on a essayé de mettre en place cette industrie ferroviaire européenne avec la fusion d'Alstom et de Siemens. C'est exactement les deux entreprises qui étaient en rivalité en 1996. Je ne sais pas qui a gagné à la fin, en 1996, entre les Allemands et les Français. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui... C'est les Chinois, très bien. Encore mieux. Et ils ont encore d'autant plus gagné que cette année, ou dans les années qui viennent, évidemment, les Chinois sont devenus totalement autonomes pour la construction de leur propre train, et ils n'ont besoin ni des Français, ni des Allemands. Et de même qu'il y a la même situation aux États-Unis, le marché chinois et le marché américain sont suffisamment importants pour construire des géants mondiaux qui vont remporter tous les marchés, y compris les marchés européens, si nous n'avons pas de géants européens pour leur faire face. Et si nous ne construisons pas l'Europe pour construire cette surface nécessaire à notre existence dans le monde, le destin de la France dans le monde, et ça peut être honorable, mais c'est un choix dont il faut débattre démocratiquement, c'est d'être une petite Suisse ou une petite Belgique, avec la même, et j'ai tout le respect du monde pour ces deux pays, mais ils n'ont pas la même histoire que la France, ils n'ont pas la même revendication d'influence de l'évolution du monde dans les années qui viennent. On peut regretter de vivre dans ce temps-là, on peut regretter de l'époque où la France toute seule pesait sur le destin du monde, et c'était il n'y a pas si longtemps, mais le monde a considérablement changé, et donc à 66 millions d'habitants, dans un monde à 7 milliards d'habitants, avec les pays qu'on appelle émergents, mais qui sont beaucoup plus puissants que nous, en fait, et qu'on devrait arrêter d'appeler émergents, ce sont les nouvelles puissances du 21e siècle. Si on n'arrive pas, et c'est très difficile, c'est tout l'enjeu de la construction européenne, si on n'arrive pas à définir des intérêts communs qui ne sont pas spontanés, qui ne sont pas naturels, mais qui à long terme sont évidents, nous serons les sous-traitants des Chinois qui auront le monopole de production des trains dans le monde. Merci monsieur Fouché. Excusez-moi monsieur Asselineau, on aimerait juste aborder peut-être un dernier petit thème avant le départ de monsieur Fouché. Vous pourrez réagir après si vous le souhaitez, excusez-moi. On a la chance, donc monsieur Fouché, de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc le directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, actuel ministre du Travail. On tenait à aborder le thème du chômage. Il est certain qu'afin de s'affirmer définitivement en tant que puissance économique au niveau mondial, l'Union européenne doit lutter contre de nombreux fléaux, parmi eux le chômage, évidemment. Aujourd'hui, les pays membres de l'Union européenne font face à des taux de chômage très disparates. Je donne un exemple, l'Allemagne ne dépasse pas les 3% de chômage, l'Espagne atteint presque les 14%, la Grèce quasiment 18%. Alors, monsieur Fouché, est-il possible aujourd'hui d'envisager une action commune au niveau de l'Union européenne afin de lutter efficacement contre le chômage au sein des pays membres? Une telle tâche ne relève-t-elle pas finalement principalement de la souveraineté nationale des pays? L'indemnisation du chômage, sans doute. Mais l'indemnisation du chômage, c'est une fonction qui ne peut venir que quand on a déjà échoué à mener une politique qui permet d'avoir le plein emploi. Et si on veut avoir une politique de plein emploi efficace, là aussi, ma conviction, c'est qu'on ne peut la mener qu'au niveau européen.
Peut-être pas dans l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que le président Macron, régulièrement, met les pieds dans le plat sur les dysfonctionnements structurels de l'Europe aujourd'hui et qui doit être profondément réorientée, parce que la question aujourd'hui est légitime. On a fait l'Europe pour faire la force, comme disait le général de Gaulle, l'Europe comme levier d'Archimède de la France, mais on peut se poser la question aujourd'hui si l'Union fait plutôt la force ou plutôt la faiblesse quand on voit ce qui se passe. C'est un débat légitime, mais ma conviction, c'est que ce qui est sûr, c'est que seul, on sera faible. Ensemble, on sera peut-être faible si on n'arrive pas à réformer l'Europe. Mais au moins, on a le choix d'être faible ou fort. Seul, on sera faible, à 66 millions d'habitants, mais vous aurez l'occasion, évidemment, de contredire et développer vos arguments. Pour répondre à votre question, la politique de plein emploi, c'est d'abord une politique industrielle et économique, parce que l'emploi, c'est d'abord une affaire économique et industrielle. Je vous donne deux exemples. Les batteries que j'ai données tout à l'heure. L'industrie automobile, c'est éminemment important en Europe, et notamment en France, en matière d'emploi. Si on n'a pas une politique d'investissement sur les batteries, on n'aura plus d'industrie automobile. Donc on pourra toujours regretter avoir un bon système d'assurance chômage, un modèle français très protecteur, etc., qu'on ne saura plus financer parce qu'on n'aura pas assez d'emplois. Et on n'aura pas assez d'industrie dans notre pays. Je vous donne un deuxième exemple. Il faut qu'on réussisse à... ma voisine en parlera beaucoup mieux que moi, il faut qu'on réussisse à réguler la mondialisation financière. Et évidemment, absolument zéro chance au niveau français. Encore une fois, on peut le regretter, mais si on mène une politique de régulation simplement à notre niveau, les investissements ils feront une chose, ils iront juste à côté, et la France sera totalement perdante. En revanche, au niveau européen, si on y arrive, et c'est très difficile, et c'est la grandeur et la difficulté du projet européen, on peut avoir une politique de régulation financière qui permette de réorienter les investissements sur de la production et notamment industrielle. Et là aussi, la question c'est est-ce qu'on arrive à définir avec nos voisins des intérêts communs? On a essayé de le faire sur la taxe GAFA, on va essayer de le faire sur la transition écologique pour que réorienter la finance vers la transition écologique, pour qu'elle finance la transition écologique. Et si on arrive à avoir cette action commune, alors on a une chance d'avoir durablement du plein emploi. Mais la politique du plein emploi à long terme, encore une fois, c'est d'abord de la production, de l'industrie, des services, et c'est pas un système d'indemnisation chômage. Et encore une fois, à une échelle nationale, c'est mission quasiment impossible de réussir une telle réorientation. Monsieur Asselineau, si vous voulez peut-être réagir assez rapidement pour René Fouché. Il y aurait mille choses à réagir. Déjà sur le TGV, je voudrais revenir quand même tout à l'heure sur le fait que, sauf erreur de ma part, lorsque la République tchèque a acheté des trains, c'est aux Chinois qui les a achetés justement, parce qu'ils ont mis en concurrence l'ensemble des... Et donc vous aurez beau dire aux Chinois qu'il faut faire l'Europe, aux Tchèques qu'il faut faire l'Europe, ils préfèrent acheter chinois parce que c'est moins cher. Voilà. Ils n'ont pas d'industrie ferroviaire. Donc c'est comme ça. On ne stipule pas pour autrui. On ne peut pas faire en sorte que des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts que vous adoptent vos intérêts parce que vous leur dites qu'il faut qu'ils adoptent vos intérêts. Sur l'affaire de la taxation financière, on n'arrivera à rien, puisque vous avez le Luxembourg, vous avez Malte, vous avez un certain nombre de pays, les Pays-Bas, qui de toute façon mettront leur veto, je rappelle qu'il faut l'unanimité sur toutes ces questions, mettront leur veto pour avoir la moindre taxe Tobin que ce soit. C'est tellement vrai d'ailleurs qu'on a envisagé de le faire séparément. Et puis alors l'idée, moi il y a une idée que j'ai beaucoup de mal à supporter, pour tout vous avouer, avec toute l'admiration que j'ai pour vous, c'est l'idée selon laquelle, si on sortait de l'Union Européenne, on deviendrait la Corée du Nord. C'est dingue. C'est-à-dire, non, mais vous avez dit toute seule. Mais pourquoi voulez-vous que la France soit toute seule? C'est comme si vous disiez, voilà, vous habitez dans un immeuble où il y a 28 copropriétaires, puis quelqu'un décide d'enlever toutes les portes et fenêtres, et tout le monde partage le même budget, tout le monde part en vacances, etc. Ça se termine très mal, parce qu'il se trouve que vous aimez bien votre voisine du dessus, mais vous ne pouvez pas piffer le voisin du dessous, donc les gens n'ont pas du tout les mêmes intérêts, donc tout le monde s'engueule à la fin, c'est comme ça que toutes les communautés IP se sont toujours terminées comme ça. Et donc, vous dites, ah ben je vais remettre une porte, parce que j'aime bien être chez moi le soir pour dormir tranquillement, et on dit, ah ça veut dire que vous entrez au Carmel. Non! N'entrez pas au Carmel, vous avez des amis qui sont dans l'immeuble, vous en avez à l'autre bout de Paris, vous en avez à l'autre bout du monde, vous avez des amis partout. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'histoire, la réalité, c'est que ce qui fonctionne, ce sont les coopérations internationales. Ça fonctionne.
sur un sujet précis. Par exemple, Airbus. Donc je m'étonne qu'on ne l'ait pas encore dit comme un argument en faveur de l'Europe, alors que c'est justement un argument en défaveur de l'Europe. Je rappelle que dans Airbus, sur les 28 États membres de l'Union européenne, il y en a 15 qui ne mettent pas un rivet. Alors que dans l'Airbus A380, qui soit dit en passant n'a pas été un immense succès, eh bien c'était la part américaine dans l'Airbus A380 est de 38%. C'est à Kansas, à Wichita dans le Kansas, qu'a été conçu l'Airbus A380 avec des ingénieurs majoritairement américains. Et l'Airbus A380, toute l'électronique embarquée, les trains d'atterrissage, et quand c'est motorisé Pratt & Whitney, ça fait 38%. Ajoutez-y le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, etc. Ce sont des coopérations internationales qui fonctionnent puisque tous les États qui sont dans une même coopération ont intérêt à ce que l'avion vole. Voilà. D'ailleurs, dans Boeing, vous avez dans le 777 ou le Boeing Dreamliner, vous avez une dizaine d'entreprises françaises. Bientôt, la part française dans certains Boeing sera peut-être supérieure à la part française dans certains Airbus. On a affaire à des coopérations internationales. Ça, c'est la voie de l'avenir, évidemment. Mais l'idée selon laquelle, parce que le Portugal est frontalier de l'Espagne, qui est frontalière de la France, qui est frontalière de l'Allemagne, qui est frontalière de la Pologne, qui est frontalière de la Lituanie, frontalière de la Lettonie, frontalière de l'Estonie, et par-delà frontalière, par-delà le golfe de Finlande avec la Finlande, l'idée que les habitants de l'Algarve aient les mêmes intérêts que les habitants de Rovaniemi en Laponie finlandaise est une idée absurde. Dans tous les domaines. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc on pourra toujours dire Yaka Faucon, et je voudrais terminer mon propos pour être rapide, pas trop long. Il y a quelque chose qui me fascine toujours dans les débats avec les européistes, ou les pro-européens, comme vous voulez, c'est que moi je pars des résultats, et on m'objecte des perspectives et des projets. Si on fait pas ça, on va être ci. Si on fait pas ça, on va être ça. Et non, une pipe, il y a un moment à partir duquel il y a l'esprit dogmatique et l'esprit scientifique. Ce que l'Europe a apporté au monde, vraiment, parce que les civilisations, moi j'aime beaucoup l'Europe, les civilisations d'Europe, elles ont apporté une chose au monde. La faculté de douter et l'esprit scientifique. Les faits ont toujours raison contre le dogme. Les faits, c'est que depuis 62 ans qu'il est signé le traité de Rome, les pays d'Europe sont en train de devenir des objets de l'histoire et non plus des sujets de l'histoire. Ils ne sont plus des acteurs, ils subissent désormais dans tous les domaines. Et on a toujours la charge de la preuve remise à plus tard. La construction européenne est absolument insensible aux résultats obtenus. Elle n'agit que par perspective et par intimidation. S'il est possible de réagir juste à ce qui vient d'être dit. Assez rapidement peut-être pour que monsieur puisse... Très rapidement. Vous nous dites que vous partez de résultats, mais vous partez aussi d'hypothèses. Et votre hypothèse, en fait, c'est que l'Europe, c'est juste une collection de pays qui n'auraient jamais choisi de s'unir. Ils ont choisi de s'unir. Alors après, il faut assumer cette union. Moi, vous pouvez avoir des 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne ? Laissez-moi quand même développer un peu le propos. L'union, cette union, il ne s'agit pas effectivement de nier ces difficultés, c'est une union très incomplète. Et c'est bien là le problème. C'est le refus d'union qui est le problème. D'accord ? Mais vous ne pouvez pas partir du principe qu'il n'y a pas eu initialement une volonté d'union. Donc il faut, si vous voulez, l'idée selon laquelle, en fait, on serait systématiquement à confronter les intérêts de pays, c'est quand même une vision très très particulière de cette union. Vous êtes marié, monsieur ? Enfin, vous êtes unis à quelqu'un, donc vous avez uni vos intérêts, n'est-ce pas ? Oui, mais je ne suis pas marié avec 27 femmes. Alors effectivement, c'est plus compliqué dans ces configurations-là, ça je veux bien l'entendre, d'accord ? Mais cela étant, lorsqu'il y a union, il y a une mise en commun d'intérêts, il y a la définition de projets communs, et c'est sans doute ça le problème européen, c'est que cette union, elle est très incomplète. C'est une union économique et monétaire, mais c'est une union qui, dès l'adoption de l'euro, aurait dû se transformer immédiatement ou se compléter immédiatement par une union bancaire. Il a fallu une formidable crise des dettes souveraines pour arriver à compléter l'union par l'union bancaire, et encore ce n'est pas terminé et on aura du mal à terminer, et il faut aller plus loin que cela. Il faut aller également du côté de l'union budgétaire pour arriver à mettre en commun des ressources et définir des projets d'investissement communs, parce que il y a des problèmes qui sont communs et qui d'ailleurs ne sont pas simplement communs à l'Europe, mais il y a des problèmes aujourd'hui mondiaux, ça vous aura pas échappé. Il y a le mot transition écologique qui a été prononcé. Comment fait-on pour gérer la crise climatique à une échelle nationale ? Vous y arrivez ?
Vous avez des propositions là-dessus, à une échelle nationale? Comment vous faites pour lutter contre le dérèglement climatique à l'échelle nationale? Alors, c'est la bonne réponse. D'abord, il faudrait que l'Union elle soit partagée. Bon. Il y a eu les alliances, par exemple, lorsqu'il y a eu le grand élargissement en 2005 à 10 nouveaux États de l'Est, on n'a pas demandé aux Français s'ils étaient d'accord à se marier avec ces pays. Une union, c'est pas un mariage arrangé. C'est d'ailleurs interdit dans le droit français, les mariages arrangés par des marieuses. Donc en fait, les Français, d'ailleurs, vous sortez dans la rue, vous demandez aux Français quels sont les pays membres de l'Union européenne, vous n'aurez pas 1% de bonnes réponses. Mais quand même, quand on est marié, au moins on connaît son conjoint. Bon, donc les gens ne le savent pas. Les gens ne savent pas. Ils parlent de couple franco-allemand. D'ailleurs, le couple franco-allemand, vous savez, n'existe pas. Ça, en Allemagne, on parle du couple germano-américain. On ne parle pas du couple franco-allemand. Enfin, c'est une autre histoire. Mais on n'a pas le temps d'en parler. Mais les Français ne savent pas. Ils ne savent pas quels sont les pays avec lesquels ils ont été mariés de force. Donc, c'est une alliance, c'est un mariage qui a été arrangé par une marieuse située outre-Atlantique. Je rappelle que c'est le président George W. Bush qui s'est rendu en juin 2001 à l'université de Varsovie et qui a expliqué qu'il invitait tous les pays de l'Est européen à entrer d'abord dans l'OTAN, puis ensuite dans l'Union européenne. Et puis les Français, ils ont été sommés de s'exécuter. Après ça, on a eu un élargissement à la Bulgarie et à la Roumanie. Les Français, on leur a pas demandé leur avis. Pas plus d'ailleurs qu'on a demandé leur avis aux Portugais ou aux Grecs ou aux Irlandais. Et puis après ça, il y a la Croatie qui est entrée. Puis maintenant, il est question de la Macédoine du Nord et de l'Albanie. Alors là, M. Macron a dit « Ah non, il faut pas ». Alors il s'est fait agonir d'injures d'ailleurs, parce que là, M. Macron, je le soupçonne d'ailleurs de regarder les conférences. Je le connais, hein. Il a dit non, ça c'est pas possible. Là, bon, vous avez vu aux dernières nouvelles, je vous voyais ça hier, ça y est, il fait marche arrière, parce que il y a un secrétaire d'État aux affaires européennes, là, le chargé envoyé spécial pour les Balkans, américain, qui est allé faire la tournée des Balkans et qui a tapé du poing sur la table en disant que c'était inadmissible que l'Union européenne n'ait pas entamé les procédures d'adhésion de la Macédoine du Nord et de l'Albanie. Et je vois M. Macron qui est en train de faire machine arrière en disant bon voilà, on va peut-être quand même les accueillir. Mais tout ça là-dedans, est-ce que les Français sont d'accord pour faire venir des Albanais ou de l'Albanie ou la Macédoine du Nord qui n'entrent dans l'Union européenne? Vous savez, c'est un exemple que je cite souvent, c'était dans les années 60, lorsque Maria Callas, qui était une diva italienne qui va avoir 25 ans, avait annoncé son mariage avec Aristote Onassis, qui devait en avoir 75, et qui était l'homme le plus riche du monde, c'était un armateur grec. Donc les paparazzi italiens avaient dit « Enfin, pourquoi vous mariez avec lui ?» Et elle avait répondu « Parce qu'il est beau comme Crésus ». Voilà. Donc les pays comme la Macédoine du Nord ou l'Albanie entrent dans l'Union européenne pour récupérer les fonds européens, bien entendu. Et j'espère que c'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tout ceci coûte aux Français, hein? Qu'est-ce que tout ceci coûte aux Français? J'ai eu l'occasion de m'exprimer d'ailleurs hier sur cette question. En France, on lâche chaque année au moins 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'on en reçoit. Or, le départ prochain des Britanniques, qui sont des gens très pragmatiques et qui prennent la poudre d'escampette, parce qu'ils ont compris que le naufrage arrive, ça va nous laisser une ardoise collective de 14 milliards d'euros, et au même moment, eh bien, il va falloir avoir de nouveaux États de l'Est qui sont là pour faire construire leurs infrastructures par les pays de l'Ouest européen. Au moment, donc, nous, on lâche 9 milliards d'euros, ça va monter à 14-15. Vous avez vu que les Allemands, d'ailleurs, refusent absolument d'augmenter le budget de l'Europe, c'est-à-dire leur propre dotation, parce que c'est les Allemands qui donnent le plus actuellement avec 15 milliards d'euros de net. Et il y a des anticipations qui montraient jusqu'à 28 milliards d'euros. Pour ce qui concerne la France, on passerait de 9 à 10, 12, 13, 14, on ne sait pas, d'euros, des milliards d'euros par an. Il manque 300 millions d'euros par an en France pour maintenir en état les routes nationales, les ponts et les tunnels. Ça fait 1 an et demi que je dis il va y avoir un jour une catastrophe, un pont qui va s'effondrer sur des scolaires, on y est quasiment, hein. Et il y a le rapport du Sénat en juin 2019 a annoncé qu'il y avait 25 000 ponts qui sont en très mauvais état en France, et au lieu d'accorder les 300 millions d'euros nécessaires, on n'a plus d'argent nulle part, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, il n'y a plus d'argent nulle part, mais on trouve quand même de l'argent pour donner 9 ou 10 milliards d'euros pour aller construire un pont en Croatie, hein, le pont de Pelješac qui a été, et qui vient d'être lancé, d'ailleurs le Premier ministre chinois s'y est rendu, parce que ça a été confié par la Commission européenne à une entreprise chinoise de BTP publique d'ailleurs, dont on ne connaît pas la formation des coûts, et parce qu'on donne ça au moins 10 ans. Ça, c'est pour ceux qui croient que la construction européenne a vocation à s'opposer à la Chine. Non, les Français ont été taxés de 60 millions d'euros
pour payer un pont en Croatie, construit par des Chinois en Croatie. Et pendant ce temps-là, nous, on a nos ponts qui s'effondrent. Cherchez l'erreur. Merci, monsieur. Un dernier mot peut-être. Un dernier mot peut-être pour essayer de nouer le dialogue, parce que sinon on va être dans une opposition un peu stérile. Il y a qu'il y ait eu un dogme sur ce que vous appelez l'européisme, c'est une évidence, et je pense que tout le monde peut le reconnaître. Qu'il y ait eu un aveuglement sur le fait que l'Europe était, et cette Europe qu'on est en train de construire, ou qu'on a infléchie à partir de 86, était la solution à tout, c'est vrai. Que cette illusion demeure dans certaines parties des administrations de Bruxelles, c'est encore vrai. Que ce gouvernement partage cette illusion, ça c'est totalement faux. Et c'est pour ça que le président a mis les pieds dans le plat sur des dysfonctionnements structurels de l'Europe, au risque provisoirement d'isoler notre pays. Vous avez fait référence à l'élargissement, ça prouve qu'il n'y a pas de tabou, ça prouve que la France dans l'Europe peut défendre ses intérêts et dire « bah non ». La Macédoine, bah non, c'est trop tôt. L'Albanie, bah non, c'est trop tôt. Le travail détaché, à partir du 1er juillet prochain, on avait un problème structurel du travail détaché dans notre pays et en Europe. À partir du 1er juillet prochain, tous les Européens travaillant dans le même pays auront exactement le même salaire pour le même travail. Et puis le budget européen, évidemment, la zone euro est incomplète, et donc il faut qu'on ait un budget européen. Ça fait trois exemples de sujets, il y en aurait d'autres, qui montrent qu'on est capable de faire évoluer l'Europe. Et donc je pense que si on veut bien positionner le débat, me semble-t-il, et ne pas avoir de dogme ou de tabou de part et d'autre, c'est est-ce que dans la projection des intérêts de la France au XXIe siècle, une Europe réformée est plus puissante et plus utile et plus porteuse de nos valeurs qu'une sortie de l'Europe qu'on associerait à une coopération internationale dont j'attends encore qu'on me dise comment elle fonctionnerait. Et donc, il me semble que le débat, il se situe à ce niveau-là. Et vous avez redit, oui, entre le Portugal et la Finlande, on ne voit pas pourquoi ils auraient des intérêts communs. Enfin, ils ont quasiment 1000 ans d'histoire commune, ils ont une civilisation commune. Ah si, ils ont une civilisation commune, ils ont un héritage intellectuel et spirituel commun. Ah bah si, ça c'est des faits historiques, mais je vous laisserai en débat. Et quand vous allez, vous avez pris l'exemple de la Croatie, quand vous allez à Zagreb ou à Dubrovnik, vous vous sentez beaucoup plus chez vous que quand vous allez de l'autre côté de la Méditerranée, ou même que quand vous allez, j'étais la semaine dernière, à San Francisco. Et donc, je terminerai par là. Ce qui est très très difficile dans la construction européenne, mais ce qui fait la grandeur de notre débat et du projet politique qui est celui de nos générations et des générations qui sont dans la salle, c'est que l'identité, pour terminer là-dessus, comme dit Pierre Nora, l'identité européenne, elle est aussi évidente qu'indéfinissable. Et c'est pour ça qu'on a du mal à emporter cette conviction-là, mais je mets au défi quiconque dans la salle de se sentir davantage chez soi à Shanghai qu'à Dubrovnik, à Zagreb, à Berlin ou à Lisbonne. Merci, monsieur Fouché. Donc, monsieur Fouché doit malheureusement nous quitter avant la fin de cette conférence, qui va se terminer en présence de madame Coupé-Soubéran et monsieur Asselineau. Merci, monsieur Fouché, pour votre présence. Et donc nous allons désormais diffuser une courte vidéo sur le thème de la puissance économique européenne. Je ne peux pas répondre à M. Fouché. Il est parti, mais... Si vous souhaitez répondre, allez-y, monsieur. Le transième stratagème chinois, la fuite, nulle faute. Non, je vais quand même dire deux, trois points. Je suis désolé. Le Portugal ou l'Andalousie sont en face de Tanger. Les relations sont formidables entre ces pays. Marseille est à 800 km de Bizerte, à 2500 km de la Laponie finlandaise. Et je suis désolé, il y a beaucoup plus de liens entre Marseille et Tunis, Marseille et Alger, qu'entre Marseille et Helsinki. Voilà. Donc ce qu'il a dit est faux. J'ajoute par ailleurs que, moi j'ai vécu au Japon.
je peux vous assurer que je me sens très bien à Tokyo et beaucoup plus qu'à Dubrovnik où j'ai jamais mis les pieds. Voilà. Bon, et il faudrait que d'ailleurs qu'on s'explique un petit peu là-dessus, parce que j'avais cru comprendre que le mal, c'était, que le bien, c'était la mondialisation généralisée, qu'il fallait accepter les différences, et ci et ça. Je suis tout à fait d'accord. Le 3e millénaire, tous les pays sont en contact avec tous les pays. Si vous demandez d'ailleurs ici à Subdeco, si on vous propose par exemple à des jeunes de Subdeco, vous voulez aller où faire vos études, CP Europe, pardon. Vous savez, dans 5 ans, ils enlèveront Europe, c'est comme après la chute du communisme. Pour demander aux étudiants ici, est-ce que vous préférez aller faire vos études, je sais pas, des études à l'étranger, parce qu'on m'a pas encore parlé de Erasmus, mais je sens que ça va venir. Si on leur disait, vous préférez être en études ici, aller en Slovaquie, à l'université de Bratislava, ou à l'université de Tallinn, en Estonie, ou vous préférez être à l'université à Sydney, ou bien à Shanghai ou à Pékin, ou à Boston, je ne suis pas sûr que tout le monde va choisir Tallinn et Bratislava. Je pense que le monde aujourd'hui, les jeunes sont les premiers à vouloir circuler. Moi-même, je suis allé dans 95 pays du monde, j'ai vécu au Japon. Et pour le dernier point sur l'affaire de la culture, je suis désolé, mais l'Espagne est beaucoup plus proche de l'Argentine, à tous les égards. Aller à Buenos Aires et comparer Buenos Aires et Madrid, que de comparer Madrid à, je ne sais pas moi, à Tallinn ou à Nicosie. Donc, ça n'est pas vrai. Le périmètre de l'Europe est un périmètre qui est un périmètre totalement artificiel. C'est la définition d'un continent. C'est artificiel. Ça n'a pas de sens en réalité. Vous ne pouvez pas postuler des intérêts qui seraient communs à des peuples et des nations qui ont chacun leurs intérêts nationaux divergents. D'accord, merci pour ces précisions. Donc, nous avons une courte vidéo à diffuser sur laquelle nous allons vous demander de réagir par la suite. Que le capitalisme pose problème à la société. Les avatars de la politique européenne, qui n'est en réalité qu'une composante, qu'un fragment de ce mouvement général, fragment qui de surcroît ne me paraît pas avoir fait preuve d'une grande indépendance par rapport à un système qu'on pourrait dire occidental en général, et qui maintient sur quantité de questions essentielles l'hégémonie des États-Unis, y compris leur hégémonie diplomatique et politique et militaire, sur l'ensemble du dispositif. Mais par notre seule faute, par notre rigidité doctrinaire, on a transformé ça en une crise très grave de chômage d'abord en Europe, parce que la question des inégalités en Europe actuellement, c'est d'abord le chômage des jeunes. On n'est pas plus fort à 25, c'est une connerie. On n'est pas plus fort. Il y a beaucoup de petits pays qui sont extrêmement prospères, qui défendent leurs intérêts, qui sont alliés aux autres pays voisins, qui ont des accords. Il faut défendre son truc tout seul, surtout quand on n'a pas les mêmes intérêts. Quand vous avez 23 États européens qui sont d'accord pour taxer les gens du numérique et que 4 États s'y opposent, il faut que l'Europe soit capable d'affirmer sa puissance politique et de dire nous sommes 23 contre 4, et bien c'est les 23 qui ont raison contre les 4 et nous taxons les géants du numérique. Moi je pense que l'Europe peut tirer, la construction européenne, les leçons de ces erreurs et s'affirmer comme puissance politique, financière et économique. L'Europe peut tirer de la construction européenne les leçons de ses erreurs afin de s'affirmer comme puissance financière. Avant d'aborder d'autres thèmes évoqués dans la vidéo, pourriez-vous commenter cette affirmation de Bruno Le Maire, à commencer par vous, Monsieur Asselineau, s'il vous plaît. On revient toujours à poser le problème résolu. Monsieur Le Maire, je ne sais pas quand est-ce qu'il a dit ça, sauf il y a 3-4 ans, mais il aurait pu dire ça il y a 30 ans, c'est pareil. C'est-à-dire, on ne stipule pas pour autrui. C'est très bien, il a dit oui, 23 contre 4, oui, sauf que là, on touche au problème de la souveraineté nationale. C'est pas moi qui. Je vous assure que je n'ai eu aucun rôle dans la rédaction des traités européens. Il y a un article qui s'appelle l'article 48 du traité de l'Union européenne. Les traités se changent à l'unanimité. Et par ailleurs, toute une série de dispositions, notamment les dispositions fiscales, se prennent à l'unanimité des États membres. Et la France est d'ailleurs bien contente, dans certains cas, que l'unanimité joue en sa faveur. Donc, les Français, écoutez, moi, il y a un truc que je vous propose, je l'avais proposé à Thierry Ardisson dans une émission où il m'avait invité, comme c'était enregistré, le passage avait été caviardé. Donc, je vous le dis, parce que ça avait été caviardé, vous n'avez pas eu la chance d'entendre cette idée.
Ce que je trouverais formidable, c'est qu'un jour ici, ou sur un plateau de télévision, on n'invite pas des Français à parler de l'Europe, mais qu'on invite 28 représentants des 28 gouvernements à parler de l'Europe. Ils seraient là, parce que moi j'ai assisté à ça, quand j'étais en cabinet ministériel. C'était pas 28, à l'époque c'était 15. J'avais accompagné Gérard Longuet, auprès duquel j'étais, ministre du Commerce extérieur, à Bruxelles. Heureusement, je ne suis pas auteur des questions européennes, mais la conseillère des questions européennes avait fait burn-out, faut se comprendre. Donc, on m'avait demandé de la remplacer au pied levé. On arrive, faut que vous visualisez ce que c'est, et c'était l'Europe des 15. On arrive à Bruxelles, il y a une immense salle, qui est tout grand comme 2 fois celle-ci, avec une immense table ronde, et puis il y a 15 délégations. Et puis, vous arrivez, la première chose que vous faites, vous mettez des écouteurs, parce que chacun parle dans sa langue. Vous savez que maintenant, il y a 24 langues officielles sur 28 pays. Donc c'est la tour de Babel. Et qu'est-ce que l'on arrive? On se met des écouteurs, c'était un Danois qui parlait de la taille des sièges de tracteurs. Gérard Longuet, il est là, il regardait l'autre truc, il avait ses problèmes avec son propre parti politique, ses problèmes dans cette circonscription dans la Meuse, il pensait ce qui se passait à Paris, enfin bon. Donc on se ramasse 5 minutes du Danois qui parle du siège des tracteurs en danois, évidemment vous écoutez ça très bien en français. Bon. Après ça, on passe au Belge, qui nous parle de son point de vue sur la taille des sièges de tracteurs. Alors, il était flamand, donc c'est traduit. Après ça, on passe au Portugais, qui parle d'un supplice chinois. Ça n'intéresse absolument personne, tout le monde s'en fout, d'ailleurs les ministres fuient. C'était le conseil à un ministre industrie, les ministres s'en vont, parce qu'au bout d'une demi-heure, le ministre dit « Écoutez François, j'en peux plus, il faut que je retourne à Paris, suivez ça ». Bon voilà, c'est comme ça que ça se passe au Congrès. Et c'était avec 15 États. Bon, tout le monde avait les oreilles turgescentes, parce qu'on avait des écouteurs comme ça. C'est insupportable. Donc en fait, le pouvoir n'est pas pris par les conseils, les chefs d'État ou de gouvernement, ou les ministres ne font que superviser l'exécution. Tout ça est pris et décidé au niveau des fonctionnaires européens, qui sont d'ailleurs très bien payés, merci pour eux, et qui ont, je signale au passage, qui liquident leur pension de retraite au bout de 15 ans, sans avoir cotisé et au plus haut niveau, tout en demandant aux États membres de passer leur retraite, c'est dommage qu'ils soient parlé, de passer leur retraite à 42 ans de cotisation, etc., et de les diminuer sans arrêt, puisque s'il y a une chose que n'acceptent pas les fonctionnaires européens, c'est d'être mis en concurrence. Hein. Si la concurrence libre et non faussée ne s'applique qu'au peuple, mais pas à la Commission européenne. Et donc, c'est absolument insupportable à gérer. Voilà, la réalité, elle est là. Donc pour le reste, si vous voulez, monsieur le maire, il dit, voilà, et il y a 23 États sur 28, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé. Voilà, c'est tout. Ça passe rien. Madame Professeur, si vous voulez pas réagir. Ouais, bon, moi je pense pas être une européiste naïve. Et justement, ça m'amène à pointer, si vous voulez, des défauts de construction de l'Union européenne. Pour autant, je crois qu'on est plus fort unis que tout seul. Alors, tirer les leçons de ces erreurs, en fait, quelles sont les erreurs originelles du projet européen? L'erreur originelle, c'est peut-être finalement un péché de naïveté, ou alors c'est peut-être aussi d'avoir voulu ménager les susceptibilités de gens qui refusaient de s'unir vraiment, et avoir bâti ce projet sur le fameux principe de subsidiarité. Vous connaissez ce principe de subsidiarité, qui est central en Europe, et qui veut qu'on ne transfère pas à l'échelle communautaire ce qui peut continuer de fonctionner à une échelle nationale. On a construit l'Europe beaucoup trop sur ce principe de subsidiarité qui, par exemple, a empêché de bâtir des unions monétaires, de bâtir une union bancaire. C'est au nom de ce principe qu'on l'a pas fait. Donc, quel a été ce péché? Ça a été aussi de considérer que on pouvait s'unir à beaucoup, on pouvait élargir l'union et que la convergence serait spontanée. Là, il y a eu beaucoup de naïveté parce que, bien sûr qu'il y a des divergences, qu'il peut y avoir des divergences de point de vue et qu'il peut y avoir aussi des divergences de situation, de configuration économique et de configuration macroéconomique. Or, on a beaucoup insisté sur
les critères de convergence à respecter pour valider l'entrée dans la zone euro en 1999, mais après, qu'a-t-on mis en place pour gérer des divergences économiques qui pourraient se produire? Le problème, c'est qu'on n'a rien mis en place pour cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la zone euro, ce n'est pas, dans le langage des économistes, ce n'est pas une zone monétaire optimale. C'est-à-dire que ce n'est pas un espace monétaire doté des instruments qui vont permettre de s'ajuster à des chocs qui ne touchent pas tous les pays de la même façon, qui n'ont pas les mêmes conséquences sur tous les pays. Alors, qu'a-t-on en fait en Europe pour conduire la politique économique? On a exclusivement la politique monétaire de la BCE. Mais ça, c'est par définition, ce n'est pas un instrument d'ajustement à des chocs asymétriques, c'est au contraire un instrument d'ajustement à des chocs symétriques. D'accord? C'est une politique monétaire unique qui est conçue pour la moyenne de la zone. Alors, s'il y a beaucoup de convergence, ça fonctionne. S'il y a des divergences et qu'on n'a rien pour venir compléter cette politique monétaire par des instruments d'ajustement au choc asymétrique, là, ça ne fonctionne pas. Et c'est ça, à mon sens, un des problèmes majeurs aujourd'hui de l'Europe, c'est qu'on n'a rien mis en place pour favoriser la convergence et pour gérer les divergences, et en premier lieu au niveau de la politique économique, mais on va peut-être en reparler un peu après, donc je développerai un peu après. On va aborder très rapidement un dernier sujet sur lequel je suis sûr également vous serez en désaccord. J'aurais simplement dire un mot sur la choc asymétrique. Effectivement, vous avez raison, ça n'est pas une zone monétaire optimale au sens de Robert Mundell, le prix Nobel canadien, l'économie canadien. Le choc asymétrique, typiquement, c'est ce qui s'est passé en 68, lorsque, avec les événements de 68, on a augmenté de 22% ou 27%, je ne me rappelle plus, le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel de garantie, l'équivalent du SMIC. Donc du coup, toute l'échelle salariale a monté de 22 à 27% en France. Donc du coup, ça s'est trouvé dans les intrants et ça s'est retraduit par une augmentation phénoménale des prix de vente. Et du coup, eh bien, le commerce extérieur français a commencé à péricliter, puisqu'on avait du mal à vendre nos produits à l'extérieur, comme les produits français ne sont pas toujours très compétitifs. Et donc, on a eu une augmentation du déficit commercial et donc du déficit de la balance des paiements courants. De Gaulle, qui mettait son honneur pas toujours au bon endroit, ne voulait pas dévaluer le franc. Il a démissionné, comme vous savez, en avril 69. En août 69, on a déprécié le franc français de 11,5% pour remettre à niveau, c'était à peu près l'équivalent de la conséquence sur les prix moyens, pour remettre à niveau la compétitivité de l'économie française. Et quelques mois après, l'Allemagne a augmenté le Deutschmark. Donc ça s'appelle un choc asymétrique. Et le problème qui se pose, c'est que lorsqu'il y a un choc asymétrique, si on a la même monnaie, alors Robert Mundell, dans ses travaux, il avait montré que quand il veut résoudre un problème de choc asymétrique, par exemple, imaginons aux États-Unis, il y a un choc dans la région des Grands Lacs, à Detroit, etc. Toutes les entreprises de voitures américaines licencient des centaines de milliers de salariés. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un choc asymétrique? Robert Mundell avait mis, c'est que soit la zone n'est pas dans la même monnaie, donc il doit y avoir une dépréciation monétaire, c'est ce que j'ai dit pour la France, mais aux États-Unis c'est la même monnaie. Donc les deux autres possibilités qu'avait montré Robert Mundell et son équipe, c'est soit il faut qu'il y ait un exode massif des gens vers d'autres zones qui n'ont pas suivi le choc asymétrique, c'est ce qui se passe aux États-Unis. S'il n'y a plus d'emploi dans le Minnesota ou dans le Wisconsin, les gens ils vont dans le Texas, en Floride, en Californie. C'est ça. Ou alors, il faut qu'il y ait des transferts massifs des régions riches vers les régions pauvres. C'est ça. Le problème qu'il y a en Union européenne, c'est que s'il y a un choc asymétrique, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas la possibilité de dévaluation, vous n'avez pas des centaines de milliers de Français qui vont aller s'installer en Allemagne, on n'est pas en 1942, puis en plus de ça, ils ne seraient pas bien acceptés d'aller en Allemagne, peut-être d'abord les Français ne parlent pas l'allemand, ils n'ont pas envie d'aller en Allemagne, et en plus de ça, il n'y a pas d'emploi pour eux. Et puis troisièmement, les Allemands ne veulent pas payer pour les autres. Je n'y peux rien. Hein, les Allemands, les pays du Sud sont entrés dans l'euro, qui d'ailleurs ne s'appelait pas l'euro, alors à l'époque ça s'appelait l'écu, c'est encore une autre histoire. Les Allemands avaient qualifié les pays du Sud de Club Med, ça c'était quand ils étaient gentils. Quand ils étaient moins gentils, ils les appelaient Gypsy, c'était les Romanichefs, pour Greece, Italie, Portugal, Spain et Ireland. Alors ils étaient encore moins gentils, ils les appelaient Pigs. Voilà. Portugal, Italie, Greece et Spain. C'est pas moi, c'est les Allemands.
Les Allemands ne veulent pas la mutualisation des dettes, ils ne veulent pas payer. On peut les, enfin, en tout cas, c'est comme ça. Moi, je n'y peux rien, je ne suis pas allemand, je ne suis pas grec, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de transfert financier entre les zones. Voilà, il n'y a pas de transfert financier, il n'y a pas de déplacement de population. Résultat des courses, l'euro nous oblige à une chose dont on peut parler parce que c'est vraiment fondamental. C'est ce que les économistes appellent la dévaluation interne, c'est-à-dire diminuer le niveau de vie, les salaires des populations victimes de chocs asymétriques. Comme l'euro est trop cher pour la compétitivité de l'économie française, les Français, et puis a fortiori les pays du Sud, Portugal, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, sont lancés dans un processus auquel il n'y a pas de fin, qui est la diminution de leur niveau de vie. Et nous allons, d'ailleurs on le voit, l'INSEE indique qu'il y a chaque jour à peu près 700 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté en France. Ça va s'accélérer, c'est dommage qu'il soit parti, parce que j'aurais bien aimé lui parler de la réforme de l'assurance chômage. Vous savez qu'il y a 1 300 000 Français qui vont d'un seul coup basculer au RSA, donc basculer dans la misère, comme s'il n'y en avait pas assez. Donc nous sommes lancés dans une diminution tendancielle du niveau de vie. C'est pour ça que de toute façon, cette histoire va exploser, hein. Comme d'ailleurs toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé. Merci Monsieur Asselineau, merci d'aborder le thème de l'euro. C'est d'ailleurs le dernier thème que l'on souhaite aborder avant de passer aux questions du public, le thème donc de la monnaie unique. Beaucoup de membres de l'Union européenne, en tout cas beaucoup de pays, ont d'ailleurs toujours été réticents vis-à-vis de l'adoption d'une monnaie unique. On compte évidemment parmi eux donc le Royaume-Uni qui est sur le point de quitter l'Union européenne. Peut-on tout de même, Madame Copé-Soubeyran, considérer l'euro comme un levier de puissance monétaire et financière crédible pour l'Union européenne à l'avenir ? Comment l'utilisation d'une monnaie unique au sein d'un groupement de pays aux réalités socio-économiques si hétérogènes peut aujourd'hui être justifiée ? Alors, ce qu'on peut quand même, ce qu'on peut mettre en avant, c'est que l'euro a tenu en dépit de la crise financière qui, dans la zone euro, s'est muée en une crise des dettes souveraines. Et on était vraiment au bord de l'éclatement de la zone euro. Bon, c'est finalement dans ces périodes de crise profonde, et c'est dommage qu'il faille attendre ces périodes de crise profonde, que l'Europe parvient généralement à se redresser, à se remobiliser. C'est précisément dans cette période de crise de dette souveraine qu'on est parvenu à compléter un peu la zone euro, et c'est ainsi qu'a été sauvé l'euro. Alors, ce complément a été apporté par l'union bancaire, on l'a évoqué tout à l'heure. C'est pas quelque chose de technique et c'est pas quelque chose d'anodin, l'union bancaire, parce que ça a été une erreur majeure de débuter l'union monétaire, donc d'adopter une monnaie unique en laissant la surveillance des établissements, des banques qui créent cette monnaie, qui mettent en circulation cette monnaie, en laissant cette surveillance aux États nationaux et en ne prévoyant absolument pas de dispositif permettant de gérer à une échelle commune, à une échelle européenne, les difficultés éventuelles de ces établissements qui sont devenus des géants bancaires, des établissements pan-européens. On entend très souvent dire qu'il n'y a pas suffisamment d'établissements bancaires pan-européens dans la zone euro. Les grands établissements bancaires français, qui sont 4 d'entre eux sont listés par le Financial Stability Board comme étant des établissements systémiques, ce sont des établissements pan-européens. Et si ces établissements rencontrent des difficultés importantes et sont au bord de la faillite, eh bien c'est très problématique si ce n'est que l'État français qui peut être là pour les sauver, c'est impossible. Donc l'union bancaire a permis de commencer à poser les bases de dispositifs dits de résolution. Alors certes, le problème c'est que on ne sait pas encore si ça va véritablement bien fonctionner pour ces grands établissements européens, mais en tout cas, vous voyez que c'est quand même dans ce moment-là, finalement, qu'on a réussi à compléter la zone euro. Le souci, c'est qu'on ne va jamais assez loin, et c'est là, je crois, où on n'est vraiment pas d'accord, parce qu'en fait, vous constatez des dysfonctionnements, mais vous prenez acte de ces dysfonctionnements et vous dites on ne peut pas les dépasser. Moi, je prends acte de ces dysfonctionnements et je dis le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment
d'union. C'est-à-dire que on a certes complété l'union monétaire par l'union bancaire, mais il faut aller bien sûr un cran plus loin et aller dans l'union budgétaire. Alors bien sûr, on peut se dire l'Allemagne ne voudra jamais, d'accord. Et puis, dans ce cas-là, oui, on verra la zone euro éclater, parce que si on ne complète pas cette union, si on ne fait pas une véritable union, ça ne pourra pas fonctionner. Et l'Allemagne, qui quand même commence à faire face à un ralentissement assez marqué, à des difficultés, verra peut-être plus l'intérêt d'une union budgétaire, parce que certes, jusqu'à présent, eh bien, elle aurait été, dans le cas d'une union budgétaire, elle aurait été bien plus souvent le payeur que le receveur, mais rien ne dit qu'à l'avenir, l'Allemagne, face aux difficultés là, qui vont sans doute l'amener à repenser son modèle de croissance, qui est quand même considérablement affecté, notamment par la redéfinition du modèle de croissance chinois. C'est quand même un sérieux problème pour l'Allemagne, qui avait un modèle de croissance, et même très, très extraverti. Eh bien, lorsque l'Allemagne va rencontrer des difficultés, peut-être qu'elle percevra davantage l'intérêt de l'union et de s'unir vraiment, de participer vraiment à cette union. Donc, l'euro, pour reprendre ce point, au fond, est une monnaie, est la monnaie d'une zone incomplète. Donc une monnaie incomplète qui, certes, je pense qu'on se rejoindrait un peu là-dessus, n'a pas tenu ses promesses. C'est-à-dire qu'on pensait, si vous voulez, lorsque l'euro a été adopté, on pensait que l'euro deviendrait une devise clé, concurrente du dollar, que tout cela allait contribuer à rééquilibrer le système monétaire international. Bon, l'euro ne démérite pas complètement dans les transactions de change et dans les réserves des banques centrales, mais l'euro est loin derrière le dollar. Et pour autant, le fait que le dollar reste aujourd'hui dans le système monétaire international la devise clé, c'est un sérieux problème, parce que ça ne reflète plus du tout la puissance économique et financière des États-Unis, qui est effectivement de plus en plus contestée par des puissances émergées, d'accord, et non plus émergentes. Donc, on est de ce fait dans un système monétaire international qui est potentiellement très instable. Et le fait d'avoir une union monétaire au sein de ce système monétaire international, eh bien, ça peut quand même constituer une protection plutôt intéressante. Donc voilà, je pense que oui, l'euro n'a pas complètement tenu ses promesses. Les divergences se sont accrues, mais je l'ai expliqué tout à l'heure, si les divergences se sont accrues, c'est aussi parce qu'on n'a rien finalement mis en place pour gérer ces divergences. Et ce qu'il fallait mettre en place, ce sont des politiques budgétaires actives dans le cadre d'une union budgétaire. Ce qu'il faudrait mettre en place également, ce sont des politiques qui permettent de prévenir la formation de déséquilibres financiers, parce que les économies européennes sont des économies très financiarisées, dans lesquelles les déséquilibres économiques prennent souvent racine dans des déséquilibres financiers, et le fait de prévenir les déséquilibres financiers en formation dans des pays et qui ne se présentent pas avec la même force partout. Si vous vous resituez par exemple avant la crise financière, vous aviez des emballements financiers en Espagne et en Irlande qu'on aurait été bien inspiré d'essayer de contrer grâce à des politiques adéquates, des politiques dites macro-prudentielles, pour faire en sorte que ces pays soient beaucoup moins touchés par la crise financière. Donc on a un gros souci de politique économique en zone euro, et tout ça finalement a, je pense, empêché l'euro d'exprimer ses promesses. Merci beaucoup, monsieur. De tenir ses promesses en tout cas. Le Daily Telegraph du 19 septembre 2000 avait révélé que des documents confidentiels défense du gouvernement américain venaient d'être publiés, rendus publics. C'est les lois sur la transparence des documents administratifs aux États-Unis.
Là-dedans, il était question d'une note du 11 juin 1965 que nous nous sommes procurés, parce que ça c'est le côté sympa des Américains, quand on a appelé au département d'État en disant il y a une note du 11 juin 1965 que nous voudrions avoir copie, nous l'avons envoyée ou la trouver sur notre site upr.fr, dont je me permets de rappeler qu'il est le site le plus consulté désormais de tous les partis politiques français. Sur cette note du 11 juin 1965, on apprend que M. Robert Marjolin, vice-président de la CE, au moment même où De Gaulle était un Français, au moment même où De Gaulle faisait la politique de la chaise vide, trahissait la France en allant voir les Américains, et les Américains disent où est-ce qu'on en est de la création d'une monnaie européenne, il faut avancer de façon subreptice jusqu'au moment où les gens considéreront que c'est complètement inévitable. Donc, à l'origine de l'origine, l'euro n'est pas une monnaie rationnelle, n'est pas une monnaie imposée par les événements économiques et financiers, c'est une monnaie politique. Une monnaie politique, comme toutes les monnaies coloniales, qui consiste à imposer une monnaie en espérant faire apparaître une espèce de pensée marxienne, à défaut d'être marxiste, en agissant sur les substructures, on va faire apparaître des solidarités naturelles. Toutes les colonies, tous les empires coloniaux ont créé des monnaies, comme ça, pour avoir la monnaie des colonies. La France, elle avait la piastre indo-chinoise, l'Espagne, elle avait le réal dans toutes ses colonies sud-américaines, etc. Donc, on a imposé une monnaie à un ensemble complètement hétéroclite de pays, donc l'Allemagne, qui est un pays qui, depuis 1949 jusqu'en 1999, l'adoption de l'euro, a toujours et continuellement vu l'augmentation de sa compétitivité s'accroître plus rapidement que celle des autres pays. Et ça, vous n'y pouvez rien. Ni vous, ni moi, ni personne dans cette salle. Les Allemands, figurez-vous, sont les Allemands. Hein, comme dirait De Gaulle, quand on dit ça, personne n'en revient. Ben, c'est quand même la vérité. Les Allemands sont un peuple, alors c'est vrai que bon, c'est un peu une image d'épinal, mais c'est un peuple qui est un peuple, comment dirais-je, discipliné, avec une certaine ardeur au travail, avec un tissu économique important, des grosses PME, voilà. C'est pas la même façon de voir les choses en Italie, en Grèce, au Portugal. On a une autre vision des choses. La France est un peu entre les deux. Je parlais tout à l'heure la façon dont les Allemands parlent du PIGS. Il n'y a pas que les Allemands d'ailleurs. Hein. On peut mettre également dans le même sac les Néerlandais, les Finlandais, les Luxembourgeois, qui sont des pays créditeurs nets. Donc, on a mis, avec la même monnaie, des pays dont la compétitivité s'accroît beaucoup plus rapidement que d'autres. Voilà. Alors, comment ça se résolvait de 49, création du Deutschmark jusqu'en 99? Par la réévaluation régulière du Deutschmark, la dépréciation, j'en ai parlé tout à l'heure pour 68, puis ça a été tout au long des années 50. Ça n'a d'ailleurs pas du tout empêché la France de connaître les 30 glorieuses. Il faut bien comprendre, c'est pas toujours, enfin ici on est à l'école supérieure de commerce SCP Europe, alors et on comprend bien que ça n'a rien à voir, le taux de change n'a pas de rapport avec l'augmentation ou non de la richesse d'un pays. Bon. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cassé cette possibilité-là. On a une monnaie qui a un seul taux de change. Le résultat, c'est que c'est une monnaie qui est procyclique, comme on dit, c'est-à-dire qui aggrave les situations dans tous les cas. Elle est trop bon marché pour l'économie allemande et de plus en plus trop bon marché, puisque la compétitivité de l'économie allemande grimpe vite. Du coup, l'Allemagne engrange des excédents commerciaux géants, de plus en plus géants. Et elle est de plus en plus trop chère pour les pays du Sud. Donc du coup, les pays du Sud, je schématise, engrangent des déficits commerciaux géants, y compris au sein de la zone euro. 2/3 du déficit commercial français, c'est avec la zone euro. Intervient ici un autre élément qu'il faut absolument avoir à l'esprit, parce qu'en général, les gens qui parlent de l'euro en France, 99% des journalistes ne le connaissent pas, et 99,9% des responsables politiques ne le savent pas. L'euro n'est pas une monnaie unique. C'est faux. Pour qu'il y eût eu une monnaie unique, il eût fallu fermer toutes les banques centrales de tous les pays de la zone euro et qu'il n'y eût plus que la Banque centrale européenne. À ce moment-là, toutes les créances eussent été des créances sur la Banque centrale européenne. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus tous les problèmes que vous évoquez. C'est-à-dire qu'il y avait, tout le monde était solidaire de tout le monde était solidaire des dettes de tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au moment de la réunification allemande, Mitterrand, dit-on, en réalité les Américains, ont dit à l'Allemagne, d'accord pour la réunification allemande, mais on va vous arrimer et on va vous imposer cette monnaie européenne. Or, les Allemands, qui ont été obligés d'accepter ça contre la réunification allemande, on dit beaucoup que c'est Mitterrand qui a obtenu ça des Moscou, mais les Américains ont eu autrement plus de moyens de pression sur l'Allemagne que la France, les Allemands ont obtenu quelque chose, c'est un système facilement réversible. C'est-à-dire qu'ils ont dit d'accord, mais à condition qu'on garde toutes les banques centrales nationales. Et si vous relisez le traité de Maastricht, il est question du SEBC, Système européen de banque centrale, et si vous vous baladez dans Paris, vous voyez qu'il y a toujours la Banque de France.
de même qu'il y a toujours la Bundesbank à Francfort, la Banque de Grèce à Athènes, etc. Et pourquoi c'est si fondamental? Parce que ça veut dire qu'en fait, nous avons tous encore nos monnaies nationales. Parce que si vous avez 1000 euros de créance... créance... Non, on ne peut pas dire ça. Non, le système européen de banque centrale ne fait pas que l'euro n'est pas une monnaie unique. Ce n'est pas une... D'ailleurs, les Allemands ne l'appellent pas monnaie unique, ils appellent les Allemands, qui sont des gens précis, ils disent Einheitliche Währung, la monnaie unique, c'est la monnaie de l'unité allemande. C'est ça qu'ils appellent la monnaie unique. Lorsque l'Allemagne de l'Est est entrée dans l'Allemagne de l'Ouest, ils ont fait un mark Est égale un mark Ouest et ils ont supprimé la banque centrale est-allemande. Alors là, oui, c'était une monnaie unique. Et d'ailleurs, un mark Est ne valait pas du tout un mark Ouest, mais c'était le coût de la réunification allemande, parce que c'était un même peuple. Das Volk. Sauf que lorsqu'il s'est agi de faire l'euro, à ce moment-là, on a conservé les banques centrales nationales. Et donc, si vous avez 1000 euros de créance sur votre compte bancaire à Paris, au Crédit Lyonnais de l'avenue de la République, je ne sais pas s'il y en a un avenue de la République, eh bien, c'est 1000 euros, juridiquement, c'est 1000 euros de créance sur la Banque de France. Vous avez la possibilité, par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de balancer vos 1000 euros, d'ouvrir un compte. D'abord, c'est le principe du libre établissement. Vous pouvez ouvrir un compte au Crédit Lyonnais de Unter den Linden à Berlin, ou à la Deutsche Bank à Düsseldorf, ou peu importe. Vous dites transférez vos 1000 euros, vous avez le droit. Vous créez un compte bancaire, vous avez le droit. Mais une fois que les 1000 euros sont situés en Allemagne, ça devient 1000 euros de créance sur la Bundesbank. Non, mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Non, vous faites une confusion entre la monnaie de banque commerciale et la monnaie de banque centrale. 1000 euros sur votre compte à la banque, c'est pas une créance sur la banque centrale, c'est une créance sur votre banque commerciale privée. Non. La banque commerciale est une créance sur la banque centrale. D'ailleurs, quand vous transférez les 1000 euros en Allemagne, il va falloir que je vous fasse débattre avec M. Vincent Rousseau, qui est notre responsable des questions monétaires, qui est normalien, diplômé, agrégé de docteur en mathématiques et docteur en économie, et qui a passé 15 ans à la BCE, dont 6 ans au service de la politique monétaire, qui est d'ailleurs notre responsable des questions monétaires, et qui est l'un des plus grands experts français sur l'euro. Donc ça veut dire que lorsque vous transférez les 1000 euros en Allemagne... On va bien lire ces fiches, alors. Allez, on va débattre. Lorsque vous transférez les 1000 euros en Allemagne, vous avez 1000 euros de créance, qui est comme le moment où c'est dans une banque commerciale en Allemagne, ça devient une créance sur la Bundesbank. La contrepartie juridique et comptable de toute cette histoire, c'est que la Banque Bundesbank voit arriver à l'actif de son bilan 1000 euros de créance sur la Banque de France. Alors, une fois que vous avez compris ça, que vous avez compris que l'euro aggrave les situations, que vous avez un déficit commercial géant, un déficit de la balance des paiements courants de plus en plus important des pays du Sud vers le Nord, et en particulier vers l'Allemagne, vous avez quoi? Vous avez ce que je vous invite à aller regarder le système Target 2, le système Target 2 qui mesure l'évolution de la balance des paiements courants année après année entre les pays de la zone euro. Et l'on constate quoi? C'est-à-dire que lorsque l'euro a été créé, le système était à peu près équilibré. Et puis à partir des années 2007-2008, et Vincent Brousseau, notre responsable, était à la BCE, ils ont vu un jour arriver dans la BCE les services de la police financière de la Bundesrepublik qui sont allés voir, on nous a dit qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ce qui se passait, c'était tout simplement qu'avec la crise des subprimes, on commençait à voir, ce qui n'a pas cessé depuis lors, une augmentation divergente du solde de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro. Pour dire les choses simplement, au début, lorsque l'euro a été créé, il y avait le bilan de la Bundesbank, c'était 250 milliards d'euros. Depuis lors, l'Allemagne a vu arriver 950 milliards d'euros de créances venant des pays du Sud. C'est-à-dire des créances sur la Banque de Grèce, sur la Banque d'Italie, sur la Banque d'Espagne, sur la Banque du Portugal, qui sont à la fois le résultat du déficit de la balance des paiements courants, dû au déficit de la balance commerciale, et également dû au fait que les insiders, toutes les grandes fortunes, savent qu'il vaut mieux avoir des créances en Allemagne que des créances en Grèce. Parce que lorsque l'euro va exploser, vos créances sur une banque commerciale en Allemagne, qui sont en fait des créances sur la Bundesbank, deviendront ipso facto des nouveaux Deutschmark, dont on anticipe qu'il prendra 20% par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar, alors que si vous avez laissé vos créances en Grèce, ce sont des créances sur la Banque de Grèce, et lorsque l'euro explosera, ça deviendra des nouveaux draps qui perdra 50%. C'est pas du tout pour ça, c'est parce que l'État grec, effectivement, aurait moins les moyens de garantir les créances, de sauver les établissements en difficulté. C'est pas du tout une histoire de... Sinon, vous auriez un bilan de la Banque centrale qui serait énormissime. De la Banque de la Bundesbank, oui, il y a des métaphores. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a 200 économistes allemands
il y a un mois qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant il faut absolument sortir de cette affaire. Pourquoi le patron des patrons allemands a dit on a 1000 milliards d'euros qui risquent de nous tomber sur le museau? Parce qu'ils savent que ce sont des créances sur des banques centrales des pays du Sud qui si demain, par exemple, le gouvernement italien disait on sort de l'euro, en piétinant les traités, ça peut arriver, il laisse une ardoise de 500 milliards d'euros aux pays restants dans le système européen de banque centrale. C'est ça le problème. Monsieur Sinon, on va essayer de garder un petit peu de temps peut-être pour les questions du public. Merci à vous, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir débattu. Et on va maintenant laisser la parole à ceux qui sont venus ici pour organiser ce débat. Bonjour, merci à tous d'être présents, merci de votre intervention. Je suis Sarah Ditbeu, diplômée en affaires européennes de la Sorbonne. J'aurais une question donc à Madame Coupet-Soubéran et à Monsieur Asselineau. Dans son œuvre majeure, Le sauvetage européen des États-nations, Alan Milward justifie l'intégration européenne par des facteurs économiques. Dans le contexte actuel européen et mondial, où les tensions et les incertitudes prévalent, comment remettre en jeu, comment remettre au centre des enjeux et des préoccupations des peuples européens les facteurs économiques et ainsi rapprocher les peuples européens de la nécessité historique de faire Europe? Celui qui préfère prononcer. C'est à celui qui veut. En gros, ce que vous demandez, c'est comment redonner l'envie d'Europe, hein, et comment redonner du sens à l'Europe, et comment faire en sorte que il y ait finalement une valeur ajoutée à se situer à un niveau européen. Effectivement, mais avec notamment la notion, du moins une insistance sur les facteurs économiques. Aller au-delà de l'idéal européen qui ne séduit plus les peuples européens. Le ressentiment grandit partout. Et l'idée, c'est peut-être de parler économie, comme ça a été le cas, au début du projet européen après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, comment remettre au centre des préoccupations européennes les facteurs économiques? Comment remettre au centre du projet européen les facteurs économiques, déjà en modifiant en profondeur la politique économique européenne, mais je suis pas sûre que ce soit, vous voyez, le sujet qui passionne les peuples, en fond, hein, mais même si c'est un sujet majeur, enfin, c'est ce dont on a essayé de parler, c'est-à-dire que la politique économique en Europe pourra absolument pas faire des miracles au niveau de la conjoncture européenne si elle continue de reposer tout entière simplement sur les épaules de la Banque centrale européenne et sur une politique monétaire unique. Donc il faut que la politique économique évolue, que la politique monétaire arrive à s'articuler davantage à des politiques budgétaires et à des politiques de prévention des déséquilibres financiers. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on arrivera à redonner confiance dans l'Europe? Je pense que ces sujets-là, il faut surtout arriver à en convaincre le gouvernement. Après, pour que l'Europe séduise davantage les citoyens, je pense qu'il faut peut-être travailler davantage sur les freins à la mobilité au niveau européen. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure à demi-mot. Au fond, le citoyen européen en tant que tel n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'on est citoyen d'un pays de l'Union européenne, mais on se sent pas forcément citoyen ou citoyenne européenne. Pour ça, il faudrait qu'on soit amené, je pense, tout au long alors déjà dans l'adolescence, dans la jeunesse, au cours de la formation, à visiter davantage les pays européens. Alors Erasmus, c'est un bon début, mais c'est sans doute pas suffisant. Donc visiter davantage, échanger davantage avec d'autres pays européens, c'est important. On n'a pas mentionné tout à l'heure ce qui pourrait se faire en termes de politique de l'emploi, mais il y a certains économistes qui soutiennent, par exemple, si vous voulez, l'idée, alors ça va vraiment déplaire à M. Asselineau, mais l'idée d'un contrat de travail européen, d'une assurance chômage européenne. S'il y avait
s'il y avait ces innovations-là au niveau européen, je pense qu'on se sentirait plus européen. Ce qu'on reproche aussi souvent quand même, c'est que finalement l'Europe a été surtout un projet économique plus qu'un projet social et un projet politique. Donc c'est peut-être plus dans les aspects sociaux et politiques qu'il faut réinvestir, ce projet européen. Je crois. Enfin, vous mettez en avant les aspects économiques, mais je suis vraiment pas sûre, si vous voulez, que ce soit la préoccupation majeure. Après, bon, il faut qu'au niveau européen, on soit capable de faire face aux défis majeurs, qui sont, me semble-t-il, les problèmes d'inégalité, et on n'est pas les pires en Europe à ce niveau-là. Les problèmes d'inégalité, les problèmes d'instabilité financière et les problèmes liés au dérèglement climatique. Ça, je pense que ce sont des défis majeurs et qu'il nous faut gérer à l'échelle européenne et qui sont ingérables à une échelle nationale. Je vais reprendre ce tout dernier point. Je n'ai pas dit que les problèmes écologiques et environnementaux mondiaux devaient se régler à l'échelle nationale. Ce que je dis en revanche, c'est que les régler à l'échelle européenne, c'est absolument ridicule. C'est à l'échelle mondiale, justement, que ça doit se régler. Et quand je vois les émissions de gaz à effet de serre par les États-Unis, par la Chine, alors que la France, finalement, notamment grâce à son énergie nucléaire, est quand même parmi les pays développés le bon élève en termes de gaz à émission d'effet de serre, je ne vois pas pourquoi on devrait se limiter à faire des opérations à l'intérieur de l'Union européenne. On risque d'ailleurs de rendre nos productions encore moins compétitives. Et c'est beaucoup plus par le dialogue et la pression sur des pays, et dans un cadre multilatéral sur des pays comme la Chine ou les États-Unis, qu'on pourra y parvenir. D'ailleurs, on n'y parvient pas. Vous voyez bien avec ce qui se passe avec notamment les États-Unis. Moi, la question que vous me posez, madame, elle pose un problème de fond, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est le problème de l'erreur d'origine, le problème de l'affectio societatis, comme on dit dans le monde des entreprises. Vous ne pouvez pas stipuler pour autrui. Il se trouve que, je me suis renseigné il y a quelques années, alors ça a peut-être un petit peu évolué depuis, mais il y avait 800 Finlandais qui vivaient en France, qui étaient enregistrés au consulat de Finlande à Paris. Bon. Il y avait 800 Finlandais, il va y avoir quelque chose comme 250 Estoniens, etc. Bon. Chose étonnante, il doit y avoir quelque chose comme 7 à 8 millions de Français d'origine maghrébine. 600 000 Sénégalais. Quand vous avez un petit peu le sens de la prospective, la reine des sciences, la seule science dure qui permette, pas une science humaine, une science dure qui permette un peu mathématique, qui permette de prévoir l'avenir, c'est la démographie. À horizon de 5 ans, de 10 ans, etc. Et une chose qui est absolument certaine, c'est que les Français, dans la vie quotidienne, ont beaucoup plus l'occasion d'avoir des amis d'origine tunisienne, algérienne, sénégalaise que d'origine estonienne ou slovaque. C'est un fait absolument irréfutable. Ou alors vous êtes d'une mauvaise foi extraordinaire. C'est un fait absolument irréfutable. Ça veut donc dire que nos relations, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, ça ne plaît pas à M. Zemmour, comme j'ai pu le voir hier soir, mais c'est un fait absolument irréfutable que nos liens avec les pays du sud de la Méditerranée et plus largement avec les pays de la francophonie sont très largement supérieurs à ceux que nous pouvons avoir avec un certain nombre de pays de l'Europe. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Quand vous allez au Royaume-Uni, il y a des liens avec le sous-continent indien qui sont considérables. Quand vous allez en Allemagne, ce sont des liens avec les pays de l'Est et le monde turcophone. Et moi, je trouve d'ailleurs qu'il est bien qu'il en soit ainsi, parce qu'au 3e millénaire, on doit avoir des liens avec tout le monde. Moi, j'ai vécu au Japon, j'ai vécu 1 an et demi. J'ai appris à parler, parce que Shidake Arashimasu, qui avait le mot un peu le japonais. Mais je vous assure que je me sens beaucoup plus près, j'ai des amis au Japon on va penser que j'ai un grief contre la Slovaquie, donc j'ai changé contre Chypre ou contre l'Irlande. Voilà, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde d'interconnexion généralisée. Voilà.
Et dans ce cadre-là, nous devons avoir des liens avec la Corée du Sud, avec le Vietnam, avec le Japon, le Québec, l'Allemagne, le Portugal, le Brésil. C'est ça la réalité. Et ceci doit se faire au gré des événements et au gré des intérêts. Et prenez un exemple tiré de la vie quotidienne. Là, en ce moment, nous sommes tous ensemble pour écouter cette conférence. Bien. Puis ensuite, on va entendre des propos augustes de Madame la secrétaire d'État aux Affaires européennes. Et puis ensuite, chacun va repartir chez soi, dans sa famille, dans ses amis. Vous allez changer de périmètre en fonction de vos intérêts. Et demain, vous serez en cours, vous aurez encore changé de périmètre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas figer, c'est comme si l'Europe, c'est comme si on fermait d'un seul coup toutes les issues en disant, voilà, maintenant, on est tous ensemble, on va jusqu'à la fin de notre vie, on va tout partager ensemble. C'est dingue. C'est dingue. Hein. Ce sont des choses, ça ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est qu'au fur et à mesure, vous avez des intérêts. On a des intérêts avec l'Allemagne, on a des intérêts avec le Royaume-Uni, on a des intérêts avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, etc. Et il n'y a pas à postuler d'emblée quelque chose qui en fait est un vieux fantasme. Hein. Construction européenne remonte à des lustres et des lustres et des lustres. Hein. Là, je pourrais vous citer, je l'avais gardé pour la bonne bouche, mais on peut citer des quantités de textes qui remontent au XIIIe siècle, où on rêve de faire un continent européen. Alors, sous la loi de Dieu, ça c'était Victor Hugo, les États-Unis d'Europe, hein, avoir les États-Unis d'Europe sous la loi de l'Évangile, etc. Donc, c'est quelque chose qui parcourt l'idée occidentale depuis Octave, qui est devenu impérator, qui a créé le Principat à Rome, hein, au grand empire romain. On a depuis 2000 ans des gens qui voulaient, contre rime et raison, contre vents et marées, contre la réalité des choses, veulent absolument unifier un continent européen qui, soit dit en passant, n'a jamais été unifié. Nonobstant d'ailleurs cette carte-là où j'ai vu qu'on fait peu de cas du fait que l'Union européenne n'intègre ni la Norvège ni la Suisse. Merci, Monsieur Sénat. Merci de votre présence à tous et merci aussi à nos partenaires Jacquino et Fils Business School et Wavestone, et surtout restez aussi pour la dernière conférence de la journée. Et en attendant, on vous attend tous au buffet du forum et on se retrouve pour clore la journée donc avec Madame de Montchalin, la secrétaire d'État chargée des affaires européennes à 18h10. Et pendant ce temps, vous pourrez aussi répondre au questionnaire que vous trouverez page 8 de votre fascicule sur le QR code. Merci.